Donc en préambule, nous voudrions remercier Jean-Paul Langtin et le comité d'organisation pour nous accueillir et nous permettre de diffuser nos travaux de recherche. Alors comme Lionel l'a dit, ces journées sont des temps d'échange et de confrontation des savoirs, mais aussi de rencontres et de jolies rencontres, parce que c'est lors des 4e journées que nous nous sommes rencontrés, Valérie Ascension et moi, et que ça a donné lieu à un travail de collaboration. Voilà, donc nous, dans l'établissement au CHPE, nous menons des actions, nous mettons à disposition des salariés des moyens, des dispositifs autour de plusieurs questions que nous nous posons à la direction des soins, mais sans pouvoir forcément les évaluer. Donc l'objectif quand même est que les professionnels soient contents de leur institution et de travailler au sein de leur institution. Donc évidemment, nous voulons leur permettre un développement professionnel individuel avec un parcours. Les questions se posent autour de la transmission des savoirs et je suis ravie que des gens y réfléchissent parce que ça peut aussi nous donner des solutions à nous. Et autour de ce genre de questions, ce que nous proposons, est-ce que c'est efficace ? Nous n'avons pas les moyens objectifs de savoir exactement quels sont les bénéfices apportés à nos professionnels. Donc, lors de ces 4e journées, suite à la présentation d'Anne, je me suis dit, surtout qu'en conclusion, elle a quand même dit, si un établissement est intéressé, je suis prête à me rendre disponible pour effectuer un travail de recherche. Donc, à partir de là, je me suis mis en contact avec Anne et j'ai œuvré aussi auprès de mon établissement pour permettre la venue d'Anne dans notre établissement. Bon, dans un premier temps, c'était sur une unité donnée. On a travaillé à distance au téléphone pour savoir exactement comment on allait organiser ce travail de recherche. Et puis voilà. Donc, voilà. Ouais, voilà. Oui. Alors voilà l'établissement, j'aurais pu le mettre. Voilà l'établissement, vous voyez que c'est joli. C'est partant lumineux, mais je l'ai vu aussi sous la neige, et sous la neige, c'est encore plus joli. Voilà. Donc voici la présentation, le plan de la présentation. Et pour ne pas perdre de temps, peut-être étayer la problématique telle que tu viens de le développer, par le rapport Fiat et Vonner, que sûrement vous avez déjà tous lu, qui fait le constat que la psychiatrie est en crise, avec une organisation territoriale qui est complexe, des inégalités de moyens, mais aussi une désertification médicale, et on verra que ça a de l'importance là dans la recherche, d'une difficulté de continuité et de gradation des soins, malgré le fait qu'il y a une hausse des demandes de soins en psychiatrie. Et donc ce rapport propose de décloisonner, de travailler une interaction entre les disciplines, qu'elles soient somatiques, psychiatriques et même sociales, de renforcer pour cela les partenariats et le travail collaboratif, chaque mot a de l'importance, et de coordonner les acteurs pour une homogénéité des prises en charge. Mais il insiste aussi sur le rôle accru des IPA, en insistant sur une formation étoffée qu'il décline, et sur le développement de formations, qu'elles soient inter, pluri ou transdisciplinaires, sans oublier de s'inscrire dans un courant humaniste, et il cite pour cela Cynthia Fleury. Donc on voit bien que finalement toute cette problématique, ça va instaurer des évolutions, des nouveautés, non seulement dans les logiques et dans les organisations de travail, mais ça va impacter aussi les pratiques soignantes. Et ce qui m'a plus intéressé au départ, c'était les pratiques infirmières. Et que donc ça va demander une évolution et une actualisation des connaissances, voire un développement des connaissances pour pouvoir s'adapter à l'évolution du métier, du poste de travail et des organisations. D'où l'intérêt de l'exigence d'une professionnalisation permanente et d'un apprentissage permanent. Alors on est bien dans une société de la formation tout au long de la vie, et donc il va nécessiter l'appropriation de savoirs nouveaux à mettre en œuvre dans la pratique et poser peut-être la redéfinition des apprentissages et des modalités de l'apprendre. Donc l'idée, c'est de se dire peut-être qu'est-ce que les infirmières apprennent de manière informelle en service de soins et en quoi l'hôpital pourrait-il être une organisation apprenante. L'idée, c'est que finalement, le concept d'apprentissage informel devient prédominant par rapport au concept d'apprentissage formel.
en sachant que ce concept d'apprentissage informel, il se décline de manière résiduelle, c'est-à-dire qu'il n'est ni-ni. C'est-à-dire que ce n'est pas un apprentissage formel, c'est-à-dire entre les murs, qui donne lieu à une validation et qui est très très structuré. Il n'est pas non plus un apprentissage non formel qui serait peu ou pas structuré, mais il est de manière informelle, c'est-à-dire lié aux activités de la vie quotidienne, et on peut entendre aux activités de soins, ni organisé ni structuré, et ayant un caractère non attentionnel la plupart du temps. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce qui est résiduel et défini de manière ni-ni devient finalement prédominant dans la formation professionnelle. Et donc, je n'ai pas fait un état de l'art, ce que j'avais présenté aux 4e rencontres, mais simplement 3 points clés, c'est-à-dire qu'il a des caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est fondé sur l'expérience, qu'il est situé dans un contexte précis et qu'il est basé sur des situations authentiques. C'est-à-dire qu'il est secondaire à une activité. L'activité première, c'est le soin, et ce n'est pas l'activité d'apprendre. On apprend au décours du soin. Il est d'importance croissante. La recension des écrits montre qu'il va jusqu'à 90% d'apprentissage de savoirs qui sont mobilisés dans la pratique pour être compétents. Il est lié aux mutations du travail et à son organisation, puisque les apprentissages formels, en 10 ans, voire en 5 ans, voire maintenant en 3 ans, deviennent obsolètes. On regarde l'évolution constante des savoirs, donc ça c'est Crowe et Pernoud qui disent ça. Il est aussi la base du knowledge management, d'où l'intérêt de la capitalisation, de la gestion et de la circulation des connaissances, mais bien sûr du savoir utile dans les organisations. Et c'est ça qui a intéressé Valérie Asensio par rapport à l'établissement. J'ai été trop vite. Donc l'idée, c'est de se dire, ces apprentissages informels qui sont réalisés au jour le jour dans la pratique au quotidien et de manière constante, est-ce qu'on peut dire en cela que l'organisation est une organisation apprenante? Alors on peut penser que le concept d'organisation apprenante est une utopie, mais je m'y suis quand même attachée parce que je trouvais que ça avait de l'intérêt. Donc c'est Seng qui définit l'organisation apprenante, c'est-à-dire que c'est une organisation dont les membres peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats qu'ils recherchent, où de nouveaux modes de pensée sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, et où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. Alors, au-delà de la définition, on voit bien toute la difficulté de mettre en place ce concept-là. Alors, en termes de méthodologie, donc, la question de recherche, c'est quelle est la perception d'apprentissage que les acteurs peuvent avoir au jour le jour. Pourquoi? Parce que c'est une recherche qualitative et donc ça interroge la perception d'apprentissage. Et dans l'hypothèse, c'est que les infirmiers apprennent au jour le jour dans la pratique des connaissances pour développer des compétences pour être compétents au poste de travail au regard de toutes les évolutions. Donc en termes de méthodologie, le terrain d'enquête, vous l'avez compris, c'est le centre hospitalier du pays des Gurandes que Valérie, tu vas présenter. Je vais vous le présenter le plus rapidement possible, mais il faut quand même poser un petit peu le contexte malgré tout, parce qu'il y a quand même une particularité sur le département de la Corrèze, c'est qu'il y a 3 autorisations de fonctionnement en psychiatrie, c'est-à-dire sur la basse Corrèze avec Brive, la moyenne Corrèze avec Tulle et la haute Corrèze avec Ussel. Donc nous sommes sur la Haute-Corrèze avec Ussel, où nous avons un taux d'habitants par kilomètre carré qui est de 41. Donc pour vous dire que si on veut développer et être un acteur du département, eh bien, il ne faut pas rester hospitalo-centré, mais bien être tourné sur l'extérieur et aller au plus près des besoins de l'usager. Donc voilà, on a plusieurs parcours. Donc le parcours en psychiatrie générale, avec un service d'admission. Alors on accueille des psychotiques en majeure partie. Dans l'histoire, notre centre hospitalier, qui est un ESPIC, n'était pas sectorisé. Il ne l'est que depuis 2017, puisque nous avons eu le transfert des autorisations du CH d'Ussel sur le centre hospitalier des Gurandes.
Et du coup, on est en partie sectorisé aujourd'hui, mais nous avions une vocation départementale avec un accueil de patients difficiles sur la Haute-Corrèze. Donc voilà, donc on a des admissions, un service de suite, où ce sont des services fermés, où on accueille des patients, donc pour la plupart psychotiques, en mesure de soins sans consentement. L'unité d'hospitalisation complète du CEL est un service ouvert et accueille de la psychiatrie générale. Et après, nous avons tout le dispositif avec, bien sûr, un CMP et 2 antennes. Et on a maillé, en fait, donc je ne vais pas vous donner le nom des petits des villages, ça ne vous parlera pas, mais on essaye de couvrir, de par notre présence en tout cas, d'être proche de nos patients, avec des CATTP, des résidences d'accueil. Et ce que l'on a fait en 2018, c'est que nous avons pris un virage ambulatoire. Donc ce virage ambulatoire, à moyen constant évidemment, nous a permis de créer des équipes ambulatoires, donc sur la psychiatrie générale entre autres, où il y a des liens avec toutes les structures médico-sociales. Donc c'est les liens qu'il y a entre les unités de soins et les structures médico-sociales. Donc le parcours de soins intensifs est sécurisé, ce sont des unités, puisqu'il y a des UMD et une USIP. Là, c'est à vocation nationale, par contre. Et nous intervenons également au centre de détention du Zerche, donc, qui est à plus de 2 heures de route de la maison mère, on va dire, et à la maison d'arrêt de Tulle, qui est à 1 heure de route du CHPE. Sur le parcours addicto, il y a une unité d'hospitalisation, un SSR, un hôpital de jour et des consultations avancées au sein des maisons de santé. Là aussi, une création d'une équipe mobile avec 2 infirmières qui se déplacent sur les maisons de santé pour des consultations. Le parcours de la psychiatrie de la personne âgée, là aussi, après un tournant, puisque on a développé là une équipe mobile de 3 infirmières qui vont dans les EHPAD et au domicile. Et l'unité d'hospitalisation, elle est départementale. Et le parcours de RPS, alors le parcours de RPS, lui, nous l'avons délocalisé sur Brive, donc c'est 1h15 du CHPE, qui a été labellisé au niveau du département de la Corrèze, où il y a une unité d'hospitalisation, un hôpital de jour et un CMP, RPS, spécifique RPS, qui lui est mobile et qui se déplace tant sur Brive que Tulle, Cussel. Donc voilà, on conventionne beaucoup, enfin on est en contact et en lien avec le territoire en tout cas. On va venir plus précisément sur les salariés du CHPE. Donc on est un hôpital de 517 salariés au total, donc qui reste à taille humaine, avec 169 IDE, 111 AS, aides-soignants et AMP, 55 ASH, 13 psychos, 6 assistantes sociales, 10 éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, ergo, des cadres sup. Donc voilà, on a un pool de remplacement également, qui est pas neutre dans nos organisations. Et nous avons 10 médecins psychiatres. Alors, on n'a pas 10 médecins psychiatres. Dans les ETP, on a des médecins psychiatres, mais au vu des difficultés de recrutement, on a surtout des médecins intérimaires. Donc ça peut aussi poser question en termes d'organisation, de suivi du patient et de qualité des soins. Et donc 4 généralistes. Oui. Ça pose assez bien pour que vous compreniez la suite. Donc en fait, en termes de méthodologie, donc en fait c'est une recherche qualitative, donc un échantillon que nous avons ciblé au départ et puis que nous avons élargi
puisque on s'est rendu compte que en fait, les personnels se sont engagés dans le remplissage des journaux de bord, et Valérie, qui avait vu petit finalement sur un service, s'est pris des ailes et a voulu déployer le journal de bord plus largement dans l'établissement. En respectant le protocole. Donc le protocole, un journal de bord où il a été demandé aux professionnels de remplir pendant 6 semaines chaque jour ce qu'elles avaient appris, c'est-à-dire quels sont les savoirs que j'ai appris, à quelle occasion, qui m'a aidé à apprendre et pour quelle finalité. Et donc il y a eu un entretien pour lancer ces journaux de bord et un entretien d'explicitation à la fin du remplissage des journaux de bord, simplement pour pouvoir relire et quand j'ai codifié les résultats, les données, pouvoir m'approcher le plus possible de ce que les professionnels pensaient et voulaient dire quand ils l'avaient écrit. Donc voilà un exemple du journal de bord. En fait, nous avons récolté 29 journaux de bord entièrement remplis, alors que nous en avons distribué et mis en route 81. Voilà. Je vous assure qu'il faut une éthique et une rigueur du chercheur pour ne pas trouver le 30e journal de bord. J'ai bien compté, mais je ne l'ai pas trouvé. Quelquefois, à 3 jours ou 4 jours près, je n'ai pas pu le prendre. Donc, ce qui fait que nous avons donc 29 personnes, 19 infirmiers, 3 aides-soignants, 4 cadres de santé, voilà, 2 cadres supérieurs et un éducateur. Mais il faut reconnaître que c'est quand même... ça demande de l'attention, ça demande de la régulation et de tenir pendant 6 semaines. Alors, il y a différents services de l'établissement. Oui, tous les jours, au jour le jour, ils ont rempli le journal de bord. Et donc, le recueil de données... Alors, la question que je me suis posée tout au début, quand j'avais commencé ma thèse, c'était de me dire, est-ce que les infirmières apprennent au jour le jour ? Oui, je l'avais démontré. Est-ce qu'elles apprennent plus en médecine, en gériatrie, etc. Oui. Mais elles apprenaient plus, dans toutes les disciplines que j'avais observées, elles apprenaient plus en gériatrie et en psychiatrie. Et donc là, dans l'échantillon, en rouge, vous avez les aides-soignantes, en bleu, vous avez les infirmiers, en violet, l'éducateur, et en vert, les cadres. Et vous voyez que finalement, la moyenne d'apprentissage se situe entre 23 et 24 apprentissages pendant 6 semaines. Donc on peut dire que les professionnels apprennent. Elles apprennent différemment en fonction de qui elles sont, dans les services, etc. Mais les apprentissages sont en moyenne entre 11 et 52 apprentissages. Donc ce qui fait quand même beaucoup. Alors, j'ai préparé des vignettes pour vous montrer quels étaient un peu les styles et les profils d'apprentissage. Donc, Angèle est une infirmière qui a réalisé 39 apprentissages. Pourquoi je l'ai choisie ? Parce qu'en fait, ces apprentissages, ils étaient assez représentatifs de ce que les autres professionnels avaient dit. Donc, c'est une infirmière qui est au pool. Et dans les occasions d'apprentissage, alors on revient sur ce qui a été dit aussi ce matin, ce sont beaucoup les transmissions. Les transmissions avec les psychiatres, de plusieurs manières, soit parce qu'il y a beaucoup de psychiatres intérimaires, et c'est pour ça que vraiment Valérie a insisté, les psychiatres intérimaires sont vecteurs d'apprentissage. D'une part, parce que les infirmières, quand elles doivent faire les transmissions aux médecins intérimaires, elles ont une capacité de réflexivité, de présentation, etc. Et d'autre part, parce que les médecins intérimaires apportent des connaissances de l'extérieur. Et donc, les transmissions, qu'elles soient orales ou écrites sur le logiciel Osiris de l'établissement, sont énormément vecteurs d'apprentissage. Comme le sont aussi les entretiens, les visites médicales, les réunions flash, les points santé et les discussions. Mais les traitements, la lecture des résultats, la réalisation d'ateliers, les changements, parce qu'il y a beaucoup de mobilité, soit parce qu'il y a peu d'effectifs, soit parce qu'il y a des surplus d'effectifs, soit parce que c'est en fonction de l'organisation du service que c'est jugé pertinent, mais aussi les dysfonctionnements, et notamment par rapport à la traçabilité de surveillance de la chambre d'isolement, par exemple, les entrées-sorties, que ce soit d'un patient, d'une infirmière, etc., sont vecteurs d'apprentissage. Et les finalités, à chaque fois, ce que l'on retrouve, Angèle apprend pour apprendre des connaissances nouvelles, je devrais préciser, et donc vous les avez, mais pour apprendre aussi, pour comprendre et pour agir. Et donc on retrouve bien ce mécanisme dans les apprentissages. Et les finalités, pour connaître son rôle et l'environnement, pour développer sa posture professionnelle, pour améliorer les pratiques, pour communiquer, pour rassurer le patient, se protéger et rassurer son équipe.
Comment apprend-elle? Oh là là, non mais là ça ne va pas le faire. Hein. Comment apprend-elle? Elle apprend en utilisant des ressources humaines et beaucoup avec des collègues, beaucoup avec les médecins. Et comme je ne vais pas avoir le temps, j'insiste beaucoup sur le fait que les médecins intérimaires, comme les médecins du reste support de l'établissement, sont apprenants. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'au départ, peut-être que les professionnels disaient que les médecins vacataires pouvaient nuire à la continuité du traitement, puisque étant dans l'établissement pendant 2 semaines, ils remettaient en cause les pratiques. Mais remettre en cause les pratiques est source d'apprentissage. Quelque chose d'important aussi, c'est que les infirmières apprennent beaucoup avec Internet et apprennent beaucoup chez elles. Alors, une autre infirmière, elle, apprend beaucoup sur la clinique, sur la communication et sur la coordination-collaboration. Alors, je vous renvoie au rapport que j'évoquais tout au début. Les occasions d'apprentissage, c'est aussi les transmissions, les entretiens et les discussions, et beaucoup aussi axés sur la posture et le positionnement. Ce sur lequel je ne m'attendais pas forcément au début de la recherche. C'est-à-dire qu'on apprend sur sa posture, comment gérer l'urgence, comment réagir face à un patient violent, etc., sur sa place, mais aussi sur la place de l'autre. Une vignette d'aide-soignant pour vous montrer que, bien qu'il ait une expérience professionnelle assez longue, il apprend au jour le jour, quand même, en faisant des soins de nursing. Tout ça parce que, finalement, l'entrée des patients va être vecteur pour lui d'apprentissage, parce que les patients arrivent avec une pathologie psychiatrique, mais aussi avec des soins somatiques associés et qu'il a à gérer lors de la réalisation des soins. Et un élément qui est important aussi, c'est la vigilance. Alors, dans les savoirs, j'ai repris les savoirs qu'a décliné Angèle, puisque c'était celle qui avait le plus appris, et en même temps, j'y ai ajouté en violet des savoirs autres. Donc, dans les savoirs disciplinaires qui sont pluriels, on peut repérer des savoirs de biologie, des savoirs qui sont des savoirs spécifiques à la psychiatrie, et donc il y aurait des savoirs qui relèveraient du vocabulaire, des savoirs qui relèveraient de syndromes, de pathologies, mais aussi de médicaments et de liens entre les indications, les complications, etc. Alors ce ne sont que pour cette infirmière. Hein. Il y a aussi des savoirs qui sont des savoirs cliniques, des savoirs en droit et en sciences sociales, avec tout ce qui est la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé, les vigilances dans les prescriptions, les allocations adultes handicapés, etc. Des sciences sociales, des sciences de l'éducation et des sciences philosophie et éthique, parce que c'est quelque chose qui, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont convoquées et que les savoirs mobilisés dans la pratique infirmière sont très larges. Il y a des savoirs qui résultent aussi de l'organisation, en ce qui concerne l'équipe mobile, c'est pour ça que tu as insisté là-dessus, le transport des patients, les tasseries, toutes les mobilités sont vecteurs d'apprentissage. Les outils de service, etc. Maintenant, j'en arrive aux sciences infirmières. Est-ce que j'ai trouvé des savoirs qui relevaient des sciences infirmières? Est-ce que les théories de soins étaient mobilisées? Est-ce que les diagnostics infirmiers étaient mobilisés? Est-ce que les infirmières mobilisaient des savoirs qui étaient issus de la recherche scientifique? Ce n'était pas évoqué. Si certains savoirs étaient amenés, ils étaient amenés par les médecins et ils relevaient plutôt des savoirs médicaux. Pour autant, il y avait beaucoup de réflexions et de logiques de soins qui étaient basées sur une approche humaniste, une posture soignante très largement évoquée. Et si l'on fait le lien avec les sciences infirmières, ce que j'ai pu observer finalement, ce serait que la théorie du confort, par exemple de Catherine Kolkaba, qui est une théorie intermédiaire, pourrait très bien être appliquée dans la pratique. C'est-à-dire qu'ils le font de manière empirique, mais ils ne le déclinent pas. En tout cas, les savoirs ne sont pas conceptualisés. Et donc, si je fais le lien avec les savoirs que Philippe Delmas évoquait hier par rapport à Barbara Carper, dans les savoirs empiriques qui concernent les manifestations de la maladie et de la santé, l'état clinique des patients, etc., on le retrouve dans les propos des patients. Ils posent un jugement clinique, mais sans pour autant
que ça soit conceptualisé, capitalisé, etc. Mais c'est fait, c'est présent. Si l'on prend les savoirs personnels qui sont liés à la compréhension de soi et de l'autre en tant que personne singulière, là aussi c'est fait, puisque vous avez vu que Angèle, sa posture est très importante. Alors on peut y voir aussi un intérêt, c'est que le journal de bord, il fait émerger ça, et il fait émerger aussi la pratique réflexive dont parle Lionel par rapport à l'apprentissage. Le savoir éthique, il est très souvent convoqué, puisqu'on se pose toujours la question de ce qui serait le mieux pour le patient, en fonction de choix moraux, etc. Et le savoir esthétique aussi, puisque à chaque fois, on s'adresse à la personne qui est une personne singulière. Et donc, on voit bien que ces apprentissages, ce sont des apprentissages informels, c'est-à-dire qui sont secondaires à l'activité, dans l'expérience, etc. Donc, s'il y a 3 vecteurs d'apprentissage, ce serait la mobilité, ce serait la vigilance et ce serait la collaboration. Ils sont à la fois un apprentissage, une occasion d'apprentissage et une finalité d'apprentissage. Donc on voit bien, alors je ne vais pas jusqu'au bout, mais que dans l'organisation, tout ce qui est proposé concourt à l'apprentissage. Tout ce qui est réunion, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est transmission, etc., tout concourt. Mais en fait, finalement, rien n'est écrit et rien n'est tracé de cela. Donc, en conclusion, en tout cas pour ma part, et je laisserai Valérie conclure, on voit bien qu'il y a des enjeux dans cette recherche. Il y a des enjeux en termes de recherche, parce que l'objet de recherche, il est intéressant, et comme il s'inclut déjà dans plusieurs recherches sur les apprentissages informels, ça permet de préciser l'objet de recherche, mais on voit bien que l'hôpital pourrait s'approprier les résultats de la recherche pour continuer à devenir une organisation plus apprenante. Oui, donc moi ça m'a conforté quand même par rapport à cela, parce que les actions ou les dispositifs que l'on met en place finalement fonctionnent malgré le fait que par exemple sur les médecins vacataires, pour y revenir, les soignants sont plutôt à dire que ça coupe la continuité de la prise en soin, et finalement en l'objectivant, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'ils sont soutien à l'apprentissage, en fait. Ben, disons qu'ils remobilisent. Ils remobilisent, et c'est vrai que ça vient avec la présentation de tout à l'heure sur la réflexivité. Moi, ça m'a énormément parlé par rapport à tout ça. Mais on a quand même cette politique de mobilité, en fait, pour permettre un parcours aux professionnels, pour qu'ils diversifient et complètent ses savoirs et ses compétences. On essaye de responsabiliser, d'impliquer par un système de référence sur les commissions en lien avec la qualité. On a un plan de formation qui est assez étoffé, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un directeur qui nous permet d'avoir un plan digne de ce nom, avec une diversité, que ce soit sur les savoirs spécifiques en psychiatrie, que ce soit sur tout ce qui est ateliers thérapeutiques et autres, pour pouvoir développer ce genre de choses, ou en lien avec un projet personnel qui serait mis au service, finalement, d'un projet de service, voire sur du transversal. Parce que ce qu'on encourage également, et ce que l'on veut, c'est quand même une dynamique institutionnelle, une cohésion et comme je le disais tout à l'heure, une satisfaction du professionnel à son travail. C'est quelque chose d'important pour nous. Donc voilà. Comment ? Qu'est-ce que ça t'apporte, une dynamique, la recherche ? Ah oui, alors nous de toute façon, oui, ça nous a rassurés par rapport au fait que en effet, nos professionnels apprenaient. Ça confirme certaines actions, ça va certainement en développer d'autres, de toute manière, mais en fait, ce management par projet, même si on est encore sur un management pyramidal assez lourd, mais on instaure quand même une responsabilisation et une implication des professionnels. C'est fou de courir après le temps comme ça. J'ai juste une phrase pour dire que
il me semble que ça a mis en place une dynamique de recherche. En tout cas, c'est pour ça que je voulais faire. Ça a engagé les professionnels dans la recherche de manière informelle ou formelle, je ne sais pas bien, mais formelle. Mais comme il y a un groupe de recherche dans l'établissement, il faut en parler, qui travaille aussi en conclusion. Alors, je te laisse la place. Mais du coup, vous voyez qu'en tant que chercheur, je vois le lien entre formel et informel. Alors, en tant que praticien, vas-y. Non, mais justement, ça nous a permis aussi le développement de ce groupe de recherche qui a démarré depuis plusieurs années. Mais qui, oui, je sais, oui. Lionel, il a piqué. Mais oui, je voulais conclure quand même par le groupe de recherche qui prend vraiment une place importante au sein de l'établissement, qui intéresse aussi l'ensemble de l'établissement et même ceux qui ne font pas partie du groupe recherche au jour d'aujourd'hui. Il y a cette formation action qui est vraiment très satisfaisante. Enfin, ça nous a permis aussi plein d'autres choses, quoi. Merci beaucoup. En attendant la mise en place des micros, j'aurais juste une petite question ou réflexion en tous les cas sur les savoirs disciplinaires, puisque tu disais que finalement les savoirs disciplinaires en sciences infirmières étaient peu visibles en tous les cas, mais sans doute ils sont là parce que moi j'ai fait l'expérience aussi d'entretien avec des infirmières qui attestaient d'un background qui n'était pas dit, mais qui était perceptible en tous les cas dans les postures et dans les actions. Donc ça serait certainement intéressant à creuser, à travailler. Oui, alors, pardon, merci. Là, ça y est, j'ai pris la parole parce qu'il y avait plein de questions sur les autres, mais je laissais. Merci beaucoup pour cette présentation. Et alors, moi, juste sur 2 points, j'aurais aimé réagir. Celle sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui, enfin depuis très longtemps d'ailleurs, celle sur les interactions entre chercheurs et praticiens. Je trouve qu'il y a des choses à énoncer et à publier sur l'intérêt de cette interaction, à la fois en termes d'apprentissage, bien évidemment pour les personnes qui participent à la recherche, aussi en termes de transfert des apprentissages, et aussi dans un 3e point, en termes de posture éthique du chercheur. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais fortement réagir et pas monopoliser la parole. Merci. Mais tu as raison, mais tu vois, c'était la diapo largement après. Mais justement, c'est intéressant de voir comment on a pu travailler ensemble en se respectant chacun et vraiment en collaborant. Et c'était vraiment très intéressant. Et puis en préparant, parce qu'elle est venue à 2 reprises, hein, on est quand même à une grande distance kilométrique. Oui. Et du coup, il me semble aussi nécessaire de travailler sur la modélisation, à la fois la modélisation au niveau de la recherche, mais aussi la modélisation des organisations apprenantes dans le système hospitalier, de modéliser tout ça. Oui. Une question ici, Madame Janin, qui est avec Monsieur Janin, j'ai oublié de le préciser hier, nos 2 représentants invités de la FNAPSI, hein, parce que maintenant la FNAPSI vient régulièrement, est invitée régulièrement à nos rencontres. Madame Janin. Bonjour, donc j'ai été surprise de savoir qu'il y a 3 psychiatres, donc et 4 psychiatres intérimaires. Je voudrais savoir sur quel pôle de soins travaillent-ils, s'ils travaillent à l'hôpital ou s'ils sont au CMP. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres. Et quel est le devenir de ces intérimaires psychiatres si on pense les postuler définitivement dans vos services? Parce que les patients qui sont hospitalisés ou qui se font suivre dans un CMP aimeraient continuer à avoir le même psychiatre. Oui, ça perturbe le patient de ne pas avoir le même. Alors, oui, vous avez... Attendez, Vous avez tout à fait raison. On privilégie quand même, évidemment, un suivi par le même psychiatre, au niveau des CMP, mais on est quand même aussi dans une réalité de difficulté de recrutement. Et ça, sur les psychiatres des CMP, notamment, ils sont 3.
Il y a un titulaire et évidemment 2 intérimaires. Donc en effet, on ne peut pas s'organiser autrement au jour d'aujourd'hui. Et les intérimaires qui viennent, ce sont des médecins intérimaires. Ils portent bien leur nom, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de s'ancrer dans une institution. Ils ne sont pas du tout intéressés par un engagement institutionnel. C'est un choix qu'ils font au jour d'aujourd'hui. On a pu en recruter certains qui sont aujourd'hui des psychiatres titulaires, mais la plupart, en effet, reviennent par contre régulièrement, mais ne sont pas aujourd'hui titulaires. Je trouve Dernière que c'est question. très intéressant ce que vous faites. Je ne sais pas si ça a été dit hier, mais qu'à Lyon, c'est le seul département où, dans le PTSM, il y a un collectif usager. C'est un peu ce qu'on disait hier, ce que je disais hier. Ce que vous faites, c'est bien, mais je ne vois pas là où, pour nous, c'est de l'inertie dans les hôpitaux, dans les structures. Le patient, c'est facile. En somme, hier, c'était en la tâche, mais il y a une inertie. Les soignants ne sont pas là parce que pour motiver, pour sortir les gens. Et il faut qu'il y ait des personnes, des soignants qui puissent un peu en les dire, un peu il y a tous les domaines pour faire quelque chose. Et là, j'ai pas vu dans des personnes. Hier, il y avait un ergothérapeute qui les ergothérapeutes, bien sûr, ils peuvent trouver quelque chose, mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des personnes qui aident les patients à s'occuper. Cette inertie, après, on le voit, les patients pourront reprendre assez bien un travail, même normal. Mais il faut qu'ils soient occupés. Après un mois d'hospitalisation, il faut qu'ils soient pris en main et qu'ils repartent. Et là, je ne vois pas trop. C'est bien tout ce que vous faites, mais je n'ai pas vu des infirmiers ou quoi qui sont un peu structurés pour le prendre. Pour prendre en main. Maintenant, c'est plus le temps où on laisse les gens dans les hôpitaux des années, mais le peu qui reste. Si. En fait, ce que vous n'avez peut-être pas tout à fait saisi, parce que c'est vrai que ça a été rapide, mais en fait, ce que l'on a fait quand même, c'est qu'à moyen constant, on a développé des équipes ambulatoires. Ces équipes ambulatoires, c'est pour favoriser le maintien au domicile ou en lieu d'hébergement des patients, en fait. Donc, non, on a vraiment pris cette dynamique-là. Alors, c'est vrai que ça ne s'est peut-être pas ressenti dans la présentation, et je m'en excuse, mais par contre, non, on a cette volonté, en effet, que les choses se passent à l'extérieur de l'hôpital. Oui, alors je voulais savoir aussi si dans votre CMP et dans les maisons de santé, les psychiatres travaillent en relation avec les généralistes pour les maladies somatiques des patients. Parce qu'il faut savoir que les traitements psychiques donnent beaucoup d'effets indésirables aux patients. Oui, un courrier est systématiquement adressé suite à la consultation, en fait. Oui. Et j'ai remarqué aussi dans question. votre enquête qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient hospitalisées sous contrainte. Alors les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte, elles ont perdu un peu leurs droits. Alors nous, on s'attache énormément. On a une CDU très dynamique, où d'ailleurs le président est un représentant des usagers. Donc on s'attache beaucoup au respect des droits du patient. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et en effet, malgré la contrainte, on essaie quand même de... Enfin, on n'essaie pas d'ailleurs, on respecte les droits du patient. D'accord. La dernière question, s'il vous plaît. Tout d'abord, je vous remercie pour tout ce contenu-là. On a des usagers là qui pointent quelque chose. Alors, c'est pas votre procès du tout. Je trouve que c'est vachement sincère ce que vous faites là. Merci. Les usagers, ils pointent du doigt la qualité de la prise en charge et les limites quand on a du personnel précaire et des médecins intérimaires, selon moi. Moi, de mon côté, si je note les trois points, donc mobilité, collaboration et vigilance. Donc, en fait, la mobilité est vecteur d'apprentissage informel, soit... Et la vigilance aussi. Et je crois que c'est la collaboration avec notamment les psychiatres intérimaires. Donc en fait, ce que je pointe du doigt, moi, c'est ma qualité de vie au travail. Alors moi, pour le coup, j'ai de la chance, j'ai des PH qui sont là, mais dans d'autres secteurs voisins, j'ai des collègues qui font ce qu'ils peuvent.
qui souffrent au travail, qui, par contre, je pense qu'ils apprennent de manière informelle bien plus que moi, où c'est bien cadré. Mais pour le coup, moi, la question que je pose, c'est est-ce que cet apprentissage informel, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Parce que est-ce que c'est de la tambouille ou est-ce que c'est de la gastronomie? Je sais pas. Oui, mais c'est une super question que vous posez, hein. C'est la question. Parce que justement, les gens apprennent de manière informelle, mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que cet apprentissage informel est évalué? Ce qu'il évalue aujourd'hui, c'est la compétence des soignants. Les soignants sont satisfaits des apprentissages parce qu'il leur permet d'être compétents au jour le jour dans la pratique. Dans la gestion de la tâche. Dans la gestion de la tâche, dans la compétence, ils sont rassurés, ils ne s'inquiètent pas. Ils savent que s'ils ne savent pas quelque chose, il y aura toujours quelqu'un, en termes de ressources humaines, qui va les aider. Et donc, il y a une espèce de boucle vertueuse qui fait que finalement, ils apprennent les uns des autres et ils apprennent aux autres. Donc, la question que vous posez, ça pose la question de l'analyse des pratiques. Ouais. Et de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et il me semble que l'organisation sera apprenante à ce titre-là, c'est-à-dire mais il y a déjà des analyses de pratiques qui existent. Hein. On n'a pas le temps Alice de parler et Angèle. Ça existe déjà, mais quand on croise les apprentissages et l'analyse des pratiques et l'évaluation des pratiques professionnelles, à ce moment-là, on se rend compte que les apprentissages, ce sont des apprentissages qui sont durables, qui sont mobilisés par l'ensemble des professionnels et qu'ils permettent d'être professionnels et de la professionnalisation à tous les titres. Professionnalité, développement des compétences, professionnisme et professionnalisme. Mais c'est vraiment la question qui est importante aujourd'hui. Je me permets de prendre la parole parce qu'effectivement, on arrête les questions. Ça rejoint un peu votre intervention et sa pertinence, et c'est peut-être une limite de l'étude. Avec le journal de bord, qui est un outil particulièrement précieux, je le tiens à le souligner, mais là c'est une population publique, c'est pas une population effectivement de chercheurs, on va avoir les savoirs réfléchis. Et donc, on ne va pas avoir, c'est-à-dire les savoirs qui ont donné lieu à subjectivation ou à conscientisation de l'action. Et donc, la plupart des savoirs, ceux qui sont liés au savoir-être et au savoir-faire pratique, sont en partie des savoirs incorporés et donc ne ressortiront pas dans ce type, effectivement. Et à mon avis, c'est une des limites. Et donc, il faudrait croiser avec d'autres outils méthodologiques pour aller aussi à la recherche des savoirs incorporés qui ne peuvent pas apparaître avec ce type de méthode. Toutefois, on en avait, l'étude avait permis d'en ressortir quelques-uns quand même en termes de savoir-être. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. D'avoir au mieux respecté les horaires. On va être obligé de supprimer la pause, désolé, mais bon...